Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un petit update culturel. J'ai de nombreuses lectures à vous présenter puisque j'ai lu 10 livres en décembre, donc je suis trop contente. Principalement de la romance, il y a juste eu une lecture qui était de la fantasy, de la relecture, mais je vais me remettre à tout ce qui est lecture qui n'est pas de la romance, vous inquiétez pas, même si là ça va être un peu compromis parce que j'ai un challenge qui arrive qui est lié à la romance, donc forcément je vais en lire aussi beaucoup. Mais c'est sûr que les autres lectures vont revenir, vous inquiétez pas. À un moment je vais me lasser de la romance, ou pas, on verra. Mais en tout cas voilà, j'ai pas mal de romances à vous présenter, notamment certaines de Noël. Je finissais mon dernier update par L'effet boule de neige de Clara Hérault, que j'avais beaucoup aimé et je vous le présentais. Et du coup là je vais vous présenter rapidement les autres livres de Noël que j'ai lus dans les vlogmas. Et ensuite on enchaînera avec les lectures dont vous n'avez pas encore entendu parler normalement, ou peut-être un petit peu dans les blogs. Alors en tout premier j'ai terminé ensuite après L'effet boule de neige OK Stories de beaucoup d'autrices, donc je vais toutes vous les citer. A.L. Morgan, Amélie C. Astier, F.V. Istier, Camilla B, Marie H.J, Marie-Anne P. Michael, Nina Loren et Sia Raven. La plupart elles sont éditées de manière auto-publiée et notamment la plupart d'entre elles ont publié leurs nouvelles, donc celle qui est dedans, de façon indépendante. Donc si vous voulez lire, n'hésitez pas. Je vais pas tout vous parler de toutes les nouvelles. Je l'ai fait dans mon vlog si ça vous intéresse, et sinon sur Instagram il y a un résumé, donc sous mon post je vous parle de chacune des nouvelles en vous disant qu'est-ce que j'en ai pensé, et majoritairement j'ai de très bons souvenirs de ce livre. Donc il y a de tout, il y a de la romance MF et MM et même MMM, donc un trouble. Par contre il n'y a pas de romance FF, peut-être que ça aurait été cool d'en avoir une, parce que quand on édite quelque chose qui est autant diversifié, on va dire, que ce soit à la fois dans la romance, que ce soit dans les histoires, parce qu'on va même sur de la science-fiction à un moment, et bah ça aurait été cool d'avoir potentiellement une romance FF. Mais écoutez, c'est... Enfin moi ça m'a pas gêné la lecture parce que je sais que je lis majoritairement du MM et du MF, ça m'est très rarement arrivé de lire du FF. J'écris par exemple du FF là en ce moment avec mes amis, et en fait en lire je me rends compte que ça m'aurait aidé pour écrire, etc. Donc voilà, c'est un petit regret, mais franchement ça n'enlève pas le plaisir de la lecture. J'ai beaucoup aimé celle de Amélie C. Astier bien évidemment, parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup, dont j'ai lu plein de romans, dont juste à chaque fois retrouver son écriture j'adore. Celle de F.V. Istier particulièrement originale, donc c'est celle avec le trouble. C'est assez intriguant de se demander quand le couple devient 3 au lieu de 2, qu'est-ce que ça donne en termes de dynamique, etc. Donc ça c'était plutôt bien fait. Et le seul regret c'est qu'à chaque fois c'est très court, donc moi j'avais envie d'avoir un roman derrière, un vrai truc construit, et du coup ça va un petit peu vite, et c'est ce que je déplore un peu dans les nouvelles. À chaque fois il y a des autrices qui sortent des nouvelles, même si c'est un spin-off donc ça reprend un autre univers, je suis un tout petit peu déçue parce que je me dis oh ça aurait pu être un roman, mais en même temps des fois c'est un peu beaucoup leur demander de toujours nous donner des gros pavés, et parfois je trouve ça rend aussi hommage au personnage d'avoir un si court roman. Notamment dans ce recueil, la dernière nouvelle qui est Bad Liar de Sia Raven, donc le dernier de ce recueil qui est disponible de manière indépendante, était hyper drôle, et en fait j'ai pas ressenti que j'étais en train de lire une nouvelle, dans le sens où il y avait tout ce dont j'avais besoin, et si ça avait été même plus long, peut-être que j'aurais pas autant apprécié l'histoire. Donc en y repensant, c'est celle qui m'a laissé le plus de souvenirs, en me disant j'ai vraiment l'impression d'avoir plongé dans un roman et pas d'avoir juste eu une courte partie de l'histoire dont j'avais envie. Donc sur ça, je trouve que Sia Raven a particulièrement fait son job, mais elles ont toutes vraiment fait un super travail, et j'adore simplement le jaspage, le livre, et je suis contente de me l'être procuré. Maintenant s'il y a un autre recueil qui sort, je crois que je préférerais quand même découvrir vraiment les romans de chaque autrice, et c'est ça aussi qui m'a donné envie, c'est que je me suis dit bah maintenant que tu as lu ça, tu vas pouvoir découvrir d'autres autrices qui sont auto-publiées et qui n'ont pas forcément la même visibilité que d'autres romans, et ça c'est plutôt cool. J'ai aussi lu deux petites nouvelles, donc ça c'était toujours dans les vlogmas. J'ai lu Noël à Édimbourg avec un inconnu de Amélie C. Astier, donc c'est une petite romance MM qui se passe en Écosse, où on va avoir deux hommes qui vont se retrouver pour Noël un petit peu tout seuls, éloignés de leur famille, parce que ils n'ont pas le temps de revenir chez eux. Notamment il y en a un qui est étudiant,
du coup je crois que c'est une problématique d'argent, et l'autre c'est parce qu'il travaille et que son patron lui a pas laissé de vacances. Du coup ils décident, comme ils sont aussi sur des applications de rencontres, de se rencontrer grâce à une application qui s'appelle Meet Love Christmas. Donc le principe c'est qu'en gros tu passes la soirée avec quelqu'un pour Noël, une personne qui potentiellement pourrait être, enfin avec qui tu pourrais sortir derrière, il y a une notion de rencontre amoureuse. Et je dois avouer que j'ai pas autant aimé que ce que je m'imaginais aimer, c'est-à-dire que, encore une fois, Amélie CST, j'adore tout ce qu'elle écrit. J'ai lu Deadly Funeral il y a pas très longtemps, j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs il faut que je me procure la suite assez rapidement. Du coup j'avais très envie de découvrir lui, et en même temps c'était bien, mais il a manqué quelque chose en plus. Et je pense que c'est le format nouvelle qui fait que c'est allé trop rapidement, et c'était un peu trop facile, j'ai trouvé, c'est-à-dire qu'il se passait pas grand chose, et les deux protagonistes, bah voilà, c'était juste une rencontre, et c'est pas forcément ce que je préfère lire, donc peut-être que c'est ma faute aussi, j'aurais pas dû me tourner vers quelque chose qui me correspond moins. Du coup voilà, je suis un peu passée à côté, j'étais contente de ce que j'ai lu, mais sans plus. Et par contre ce que j'ai beaucoup aimé c'est le tout début, je trouvais ça assez drôle, tout le truc où on a la description des deux protagonistes sur leur site de rencontre, et ça c'était assez drôle. Mais après le reste j'ai trouvé qu'il y avait pas grand chose qui sortait de l'ordinaire ou qui me donnait envie de vraiment découvrir ces deux personnages et leur couple. Donc voilà, c'était la partie un petit peu dommage. J'ai aussi lu une belle surprise malgré la couverture que je n'aime toujours pas. J'ai lu Un cadeau pour Noël de Ellie Easton, publié chez les éditions Bookmark. Donc c'est aussi une romance MM pour le coup. Et dans celle-là, on va suivre les prénoms, Sloan et Hank. Donc Sloan, c'est un étudiant donc aux États-Unis. Ses parents, ils habitent plutôt loin. Et il a prévu de passer les Noëls avec eux. Sauf qu'il va se trouver que ses parents vont avoir un changement de plan de dernière minute, et il va se retrouver coincé aux États-Unis. Et au lieu de rester à l'université, il va se faire inviter par un de ses meilleurs amis qui s'appelle Mika. Et Mika a un frère qui lui s'appelle Hank. Et entre Sloan et Hank, ça va être un peu spécial. Au début, ils vont pas trop s'entendre, c'est un peu un enemies to lover. Mais il y a beaucoup plus dans cette histoire, c'est vraiment une découverte de qui on est, de ce qu'on veut dans la vie. C'était très émouvant, notamment toute la partie avec Hank, ses parents, le fait qu'ils se cherchent, etc. Et que y a pas ce truc dans les romances où tout de suite les deux sont attirés l'un par l'autre et ils essaient de lutter contre ça parce qu'ils sont ennemis et tout. Il y avait plus le fait de... Bon, tu vas rencontrer une personne qui va t'intriguer et tu vas te demander pourquoi cette personne t'intrigue, et il va y avoir une relation qui se construit derrière et qui est très belle, très mignonne. Et j'ai adoré la thématique, enfin la dynamique entre du coup Mika, donc le frère, Hank et Sloan, et également le fait qu'ils étaient en famille, tous les trois, avec les parents des deux, et franchement c'était hyper mignon, c'était cool. Faut juste nous changer la page de couverture s'il vous plaît. Et même la fin m'a vraiment émue et je les ai trouvés trop mignons. Et j'ai adoré aussi que Bookmark, voilà, t'as des petits... Je trouve que c'est pas mal pour une romance de Noël. On va passer à ma seule lecture de fantasy qui est, mais je pense que je vous en ai assez parlé. Je me suis relue en audio Les Disparus du clair de lune, La passe miroir, donc c'est le tome 2. Alors oui, mon tome est assez vieux. Je l'ai depuis longtemps et en plus de moins en moins je compte acheter des livres où vous nous mettez des trucs brillants parce que c'est génial, enfin c'est comme Witch and God, c'est génial quand c'est neuf, mais alors ça se dégrade dans ta bibliothèque à vue, non mais vraiment c'est pas ouf. Mais bon, Les Disparus du clair de lune, du coup c'est le tome 2, donc je vais pas vous en parler, enfin je vais pas vous faire de résumé, mais La passe miroir je suis passée un peu partout, donc vous devez potentiellement connaître. Donc dans le tome 1 on suit Thorn et Ophélie. Donc Ophélie c'est une jeune femme qui vit sur Anima et qui a plusieurs dons de famille. Elle a le fait de pouvoir traverser les miroirs et elle peut lire les objets, et elle est aussi animiste, ça veut dire que les objets s'animent en fonction de son humeur. Elle va se retrouver fiancée pour des questions de politique à un homme qui vient du pôle. Donc le pôle c'est une cité qui est très enfin c'est un peu le froid polaire et qui est très froid, où les gens sont assez durs, etc. Et c'est le cas pour Thorn qui est pas très sympathique, qui est un peu antipathique vis-à-vis de tout le monde et qui porte pas Ophélie dans son cœur. Et ils vont se retrouver du coup dans le pôle puisque Thorn va l'emmener chez lui pour l'épouser. Et le truc est qu'il va y avoir toute une aventure. C'est hyper bien écrit, il y a beaucoup d'action qui se passe, il y a un petit peu de romance mais vraiment ne vous plongez pas dedans pour de la romance, c'est vraiment de la fantasy
au départ, mais quand même tu plonges dans un univers qui est hyper bien construit et j'ai adoré suivre encore une fois Ophélie dans ce tome. J'ai été un tout petit peu déçue parce que j'en gardais un souvenir, peut-être que j'aurais pas dû le relire du coup, mais j'en gardais un souvenir qui était incroyable, génial. Je me souviens de l'avoir lu sur une plage alors qu'on parle encore une fois du pôle et du fait qu'il fait froid, etc. Et je me souviens avoir une enquête et une enquête qui était quand même sympathique et tout, alors que là c'est pas que j'en avais rien à faire des disparus, mais un petit peu. Et j'étais beaucoup plus dans le mode j'ai envie qu'il se passe quelque chose entre Thorne et Ophélie, ce qui est pas le but de l'histoire. Et peut-être que c'est parce que j'avais très envie de lire de la romance au moment où j'ai lu ce livre, je ne sais pas. Mais toujours est-il que en fait dans mes souvenirs il se passait beaucoup plus de choses. Et en fait je pense que tous mes souvenirs sont en fait plus dans le tome 3 que dans le tome 2. Ce qui me pousse à lire le tome 3, mais je sais qu'après le tome 3 il faudra lire le tome 4. Et que j'ai déjà essayé de lire le tome 4 à plusieurs reprises. Et que j'ai essayé plusieurs fois de lire le tome 4 et je sais que j'y suis pas trop parvenue. Donc ça me fait un petit peu peur. Mais pour le moment j'ai fait le tome 1 et le tome 2. Donc je me suis pris le tome 3 en audio mais je l'ai pas commencé parce que je sais qu'il y a une longue période. Si vous avez lu le tome 3 vous comprendrez. Et que cette longue période avant qu'il se passe quelque chose d'incroyable, eh bien il va falloir que j'attende et que je sois patiente et que j'écoute tout. Mais en même temps c'est tellement bien écrit et l'audio t'amène vraiment dans le monde que ça me donne quand même envie de lire ce tome 3. Il y a 3 livres que j'ai prêtés à mes amis ou que j'ai rendus et du coup que je n'ai pas avec moi et j'ai lu un livre audio. Donc je vais vous parler de tout ça. Donc le premier livre dont j'ai envie de vous parler c'est Under the Rain de Emma S. James. Je vous en ai déjà parlé dans mon vlog de cette semaine si vous avez envie de voir mon humeur au fur et à mesure de la lecture. Je dois vous avouer que ça a été je dirais pas une déception parce que je m'attendais pas non plus à grand chose, mais ça a été une lecture pas top. Dans la mesure où j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, le côté misogyne du personnage masculin notamment. Mais avant de rentrer dans les détails, peut-être qu'il faudrait que je vous donne le résumé. Donc on suit Faye qui va arriver en Écosse avec sa meilleure amie, avec le projet un peu de s'éloigner de chez elle et de trouver un job en Écosse parce qu'elle aime bien l'Écosse. Et elle va finir par être embauchée dans le pub de Caleb qui est le patron du bar et qui s'est fait tromper par sa femme avec son cousin et qui en garde un traumatisme vraiment, et notamment il a tendance à mettre toutes les femmes dans le même panier, donc quelque chose qui m'a assez perturbée, voire j'ai trouvé ça un petit peu déplacé. Mais du coup les points négatifs c'était vraiment le personnage masculin avec ses phrases misogynes, son attitude vraiment un peu d'homme des cavernes, dans la mesure où il était hyper jaloux mais à un point vraiment assez pathologique, au point d'interdire à la protagoniste féminine de parler à des garçons et de s'énerver mais vraiment pour rien, et de lui jeter ses 4 vérités à la jeune fille qui avait rien demandé à personne. Et finalement la jeune fille finissait toujours par le pardonner parce qu'il disait juste je suis désolée. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu gênant cette partie là, donc la partie jalousie. Au-delà de ça, il n'y avait pas grand chose qui m'a attirée ou qui me passionnait. Les deux, ils n'avaient pas vraiment de relation qui était construite, donc soit ils s'engueulaient, soit il y avait des scènes explicites entre les deux, où ils se réconciliaient sur un oreiller, donc il n'y avait pas vraiment autre chose que ça entre les deux. Pas de petits passages mignons, voilà, il me manquait quelque chose qui tient du couple, qu'à un moment ils se détestaient, puis ensuite ils s'aimaient, puis à un autre moment ils se détestaient, donc tout ça a fait que j'ai pas passé une très bonne lecture. Donc voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui ont aimé parce que je suis allée voir sur Babelio, il y avait que des avis positifs, donc ça doit avoir quelque chose à voir avec ce que j'attends d'une romance, etc. et qu'on n'a pas tous la même vision, et je sais que c'est une histoire qui avait été beaucoup appréciée, donc voilà, moi je suis passée à côté et vraiment j'ai pas trop apprécié, et même le côté misogyne du personnage masculin je le retrouvais aussi chez le personnage féminin, à mettre tous les mecs dans le même panier, toutes les femmes dans le même panier. J'avais envie de dire faut être un petit peu plus nuancé, même si je sais que c'est une romance qui a le côté un petit peu cliché, là c'était vraiment trop pour moi.
J'ai aussi prêté à une de mes amies qui a le tome 1 mais qui avait pas le tome 2 et je lui ai dit bon Lily à la suite donc je lui ai prêté le tome 2. Donc je vais vous le montrer le tome 1 mais moi j'ai lu le tome 2 donc c'est Black Blossom. Donc le tome 2, là j'ai le tome 1 dans ma main. Donc dans ce tome, donc le 1 d'abord, on suit Riley et Harper. Donc Riley il est nouveau dans un lycée un petit peu de Bourges, lui il vient pas de trop de tout ça. Mais il se trouve que sa mère s'est mise en couple avec quelqu'un qui est assez riche et du coup il va être intégré à ce lycée. Et il va devoir un peu faire bonne figure et son colocataire ne va être autre que Harper. Harper qui voit Riley un peu comme une menace. Il l'aime pas trop aux premiers abords, déjà parce qu'il a une attitude un petit peu rebelle vis-à-vis de tout. Sauf que Riley va être un chanteur hors pair et que Harper montre un groupe où il manque un chanteur. Du coup il va un peu faire l'impasse là-dessus et se dire bon allez je le prends avec moi dans le groupe, je vais faire bonne figure mais en vrai je l'aime pas trop. Sauf qu'en fait il va se passer plus entre les deux et notamment une petite romance. Mais il manquait quelque chose et ce quelque chose je l'ai eu dans le tome 2. Le tome 2 c'est vraiment hyper émouvant. Déjà le livre est séparé je trouve en 3 parties. Donc la partie qu'est-ce qui s'est passé, ça c'est vous le saurez si vous finissez ce tome 1, de quoi je parle. Ensuite il y avait une partie plus qu'est-ce qui se passe maintenant. Et après il y avait l'évolution qui est vraiment beau et puis tu vois des moments de leur vie où ils grandissent, où ils comprennent certaines choses et au tout début tu te dis non mais vraiment arrêtez genre. Et en même temps t'as quand même à côté de ça au lieu du... Même si il se passe beaucoup de choses t'as quand même ces moments d'intimité du fait qu'ils sont mignons ensemble. Et t'as vraiment des passages incroyables où j'étais touchée, où j'étais émue et j'avais l'impression vraiment de faire un peu les mountain russes, d'être affolée puis ensuite d'être trop contente etc. Et c'est tout ce que j'aime d'un livre, c'est-à-dire avoir plein d'émotions en même temps et je trouve que ce tome 2 il était super réussi. Donc c'est un petit coup de cœur de fin d'année, j'ai pas pu le mettre dans mon top de l'année mais bon j'ai mis Royal Bodyguard qui est un autre de l'autrice que je vous conseille d'aller voir, même si Black Blossom du coup le tome 2 s'élève un petit peu au-dessus. Vraiment c'était un très bon, une très bonne romance MM que je conseille dans l'univers de la musique pour ceux qui aiment et franchement une petite pépite. J'ai aussi lu pour mon plus grand bonheur le tome 5 de Heartstopper qui est sorti en décembre, je me le suis procuré directement. Il s'appelle Première fois et il est toujours d'Alice Oseman bien évidemment, publié chez les éditions Hachette. Dans ce livre-là, on va suivre du coup toujours Charlie et Nick dans 2 grandes thématiques. La première thématique, elle va être tournée sur du coup la première fois, tel qu'il le dit, tel que le titre le dit. Et puis la deuxième thématique, ça va être les relations longue distance et toute une réflexion sur est-ce que c'est pas important de choisir les études qu'on veut faire et essayer de s'arranger pour rester quand même avec la personne qu'on aime. Donc il y avait toute une thématique autour de ça qui je trouve est super pertinente, que je vois rarement dans les livres. La plupart des enseignements moi que j'ai pu tirer des livres, des films qu'on a etc. c'est forcément on choisit souvent la carrière, les études. Mais il y a cette réflexion là de surtout qu'est-ce que ça va faire à ton couple de partir, est-ce que c'est pertinent, qu'est-ce que t'attends des études, etc. Et je trouvais ça super important que ce soit dans un livre et que ce soit aussi bien abordé encore une fois par Alice Oseman qui a toujours, mais toujours des sujets autour de l'adolescence qui sont super intéressants. Notamment, moi j'ai lu Silence Radio, j'ai lu I Was Born for This qui comprend ça aussi. J'ai envie de lire les autres livres d'elle, je n'ai pas eu encore l'occasion de me les procurer, mais ça ne saurait tarder. Après ce tome, il y a un tome 6, ce qui est assez incroyable parce que moi je me suis dit c'est le dernier tome, tout le monde disait c'est le dernier tome et en fait il y en a un autre derrière donc je suis contente, je vais encore les découvrir pour un autre tome et ça complète un petit peu ma collection que vous voyez pas mais qui est juste au-dessus des livres colorés parce que lui se rajoute en termes de couleurs. Et puis au-delà de ça c'est une histoire qui est toute mimi, toute mignonne et des fois ça fait du bien quand t'as eu une journée compliquée, une semaine compliquée, une année compliquée, de se poser 5 secondes et de regarder Heartstopper, ça te fait oublier un petit peu tous tes problèmes je trouve personnellement. Alors j'ai encore 3 livres à vous présenter, je vais vous présenter le e-book que j'ai lu ce mois-ci, j'ai lu Icebreaker donc de Anna Grace, je vous en ai parlé dans mon dernier vlog également. C'est un livre qui va parler de Anastasia qui fait du patinage artistique, elle a pour projet d'aller au JO et de l'autre côté on suit Nate qui lui est joueur de hockey et il y a quelque chose qui va se passer et leur patinoire va être vandalisée, ce qu'ils vont faire qu'ils vont plus pouvoir aller dans la patinoire et ils vont devoir aller dans celle de patinage artistique, sauf que il va y avoir une séparation des heures
où la patinoire est disponible entre les joueurs de hockey et le patinage artistique. Sauf que bien sûr, notre petite Anastasia qui aime un petit peu tout contrôler va pas trop aimer ce changement. Et bien que Nate va venir pour s'excuser, ils vont être un petit peu enemies, mais très rapidement ils vont vraiment passer pour friends, puis plus c'est affinité. Cette histoire a beaucoup de points positifs, j'ai beaucoup aimé, je crois que je lui ai mis 4 étoiles sur Babelio. Je trouve que c'était assez original parce que dès le début on a une Anastasia qui ne veut pas de relation exclusive parce qu'elle aime bien contrôler dans sa vie et que c'est sa manière un peu de voir l'amour aussi. Il y a une petite peur de l'engagement derrière ça. Je trouvais ça très intéressant déjà que ce soit une femme dans la romance qui ait cette représentation là parce que c'est assez rare. Et je trouvais ça également bien qu'il n'y ait aucun jugement de la part de n'importe qui. Pareil pour Nate qui lui aussi fait un petit peu des coups d'un soir, etc. On n'a pas de jugement des autres personnages ou de manière générale dans le livre. Donc ça je trouvais ça bien. Et en même temps ils vont commencer à avoir une petite relation qui au début n'est pas exclusive puisqu'il va évoluer. Et je trouvais ça bien amené, assez réaliste. Il y a quelques points qui m'ont pas trop plu. Le fait que Nate soit présenté un peu comme le sunshine de la trope, vous savez, Grumpy Sunshine entre les deux. Sauf que en fait de temps en temps il est vraiment grognon et parfois pour des raisons mais pas très justifiées. Il y a aussi la partie un petit peu où il est méga protecteur envers Anastasia, à un point où des fois j'étais un peu mal à l'aise parce que j'avais l'impression qu'il infantilisait ce personnage là et que c'était pas forcément toujours une relation. Je dirais pas qu'elle était pas saine parce qu'ils étaient hyper tolérants l'un envers l'autre, il y avait du consentement de partout et ça pour le coup c'est une histoire où ils ont fait attention l'un à l'autre. Ça parle aussi de toxicité vis-à-vis d'un autre personnage, mais parfois je trouvais que la jalousie était assez mal présentée dans ce livre. Notamment je trouvais que il jouait un peu sur cette jalousie vis-à-vis des potes de Nate, vis-à-vis d'Anastasia. C'était un peu chelou parfois, assez ambigu et ça m'a un tout petit peu gênée. Mais c'était bien fait. Après, ce qu'il a manqué je pense pour avoir un 5 étoiles, c'est que parfois il y avait des petits moments de longueur. C'était mignon. Et il y avait des choses qui se passaient, peut-être que ça rendait plus réaliste la chose, mais j'étais habituée parfois à qu'il se passe plus de choses dans une romance et du coup j'avais l'impression qu'il se passait pas assez de choses. Peut-être que c'est à tort parce que t'as envie de te dire il se passe pas 50 000 choses la plupart du temps, mais j'avais ce sentiment là un petit peu de louper quelque chose, qui aurait pu avoir un événement de plus qui ferait que le livre sera encore mieux. Donc voilà, il a manqué quelques petits trucs. Maintenant, vraiment, ils étaient mignons. Trop de scènes explicites par contre. Là, l'autrice, elle s'est vraiment lâchée. Elle en a mis assez beaucoup. Autant au début, je trouvais que ça faisait bien évoluer la relation. Même s'il y en a une très tôt dans le livre. Ça faisait évoluer la relation dans le sens où il y avait ce truc de non-exclusivité. Le fait que les scènes, elles se ressemblent pas toutes. Et heureusement, parce que sinon on s'ennuierait. Et que du coup, vraiment, t'avais l'impression qu'ils se découvraient petit à petit. Et ça fait partie d'une romance. Donc moi, j'étais là, ok, je signe, c'est bon. Sauf que en fait au bout d'un moment c'était vraiment beaucoup trop. Si ça vous tente, n'hésitez pas, mais je répète, c'est de l'adulte contrairement à l'image. Je sais qu'il y a eu des petits cafouillages avec des personnes qui n'étaient pas forcément adultes qui l'ont lu. Ça dépend de la maturité de tout le monde et en même temps je pense que quand même si vous voulez vraiment lire des livres comme ça, attendez juste d'avoir 18 ans et lisez-les et après vous prendrez peut-être même plus de plaisir à les lire. Mais voilà, c'est un livre très adulte pour le coup. On va finir... Ah non, j'ai encore 2 livres à vous présenter. Donc le premier, je l'ai là, c'est Witch and God, c'est le tome 3. Et quand je vous dis que les trucs partent hyper rapidement, voilà, il y a un mois il était neuf. Hein. Bref, Witch and God, c'est l'histoire de la sœur de Circé et de Ella. Donc la dernière petite de la fratrie qui s'appelle Méroé, donc qui est une sorcière. Et qui a l'idée avec Eros de créer une application de rencontre. Qui est censée être entre dieu et sorcière. Et par contre elle se fait enlever à un moment par Zeus qui va l'enlever tout simplement pour en faire son épouse parce que il aimerait bien avoir une descendance qui est un nouveau sang, un petit peu comme l'enfant de Ella et Deimos, donc un peu comme leur enfant. Sauf que Méroé, elle va pas se laisser faire et Zeus va vouloir un peu la punir et du coup il va la jeter dans l'antre de Héphaïstos. Donc Héphaïstos c'est le dieu de la forge qui est réputé pour être très taciturne, ne jamais sortir, ne pas côtoyer les autres dieux. Et effectivement il est un peu tout ça, mais en même temps il est un peu sympathique aussi. Ce livre, j'ai passé un très bon moment et en même temps il m'a manqué certaines choses. J'ai trouvé l'histoire assez simple, l'intrigue aussi très simple.
j'avais moins cet engouement que le tome 1 que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai même envie de relire. Le tome 2 m'avait fait ça, mais j'avais encore passé un bon moment. Là j'ai l'impression que c'était sympathique leur relation, mais que j'ai vraiment eu du mal avec l'intrigue derrière, la résolution vis-à-vis de tout ce qui se passe avec Zeus et tout. Je me demandais pourquoi on s'en est pas juste stoppé à des romances, pourquoi on est obligé de faire une guerre derrière qui était pas forcément bien réalisée. Donc ça m'a un peu déçue. J'hésite même à me procurer, alors pour l'instant il est dans ma wishlist, mais j'hésite à me procurer la suite, donc avec le spin-off. Même si je sais que c'est entre deux personnages qui me donnent particulièrement envie et qu'on découvre dans ce livre. Et même la résolution, même l'histoire entre Méroé et Héphaïstos, bon ça s'explique au bout d'un moment, mais j'ai pas trop accroché en fait à leur couple. Donc voilà, je suis passée un peu à côté. C'était une bonne lecture mais sans plus. Et du coup je trouve ça dommage parce que vraiment j'avais adoré le tome 1 et le tome 2 était cool. Et du coup j'avais vraiment envie de retrouver cette vibes là. J'ai retrouvé l'effet un peu cocooning rassurant de Wish and God où tu te prends pas la tête, où t'as un couple mignon etc. Mais j'étais pas du tout convaincue par l'univers derrière et ça c'était assez dommage. On va finir avec une dernière lecture que j'ai prêtée à ma soeur parce qu'elle avait plus du tout le livre. Et en plus quand je lui ai prêté elle m'a dit « T'inquiète pas, j'essaierai de pas l'abîmer ». Voilà, mais j'aime bien ma soeur, j'avais envie qu'elle ait une lecture donc je lui ai passé. Donc je vais vous parler de Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe qui a été une très bonne lecture. Faut savoir que du coup ce livre aussi vous pouvez le retrouver, donc ma chronique sur un vlog que j'ai fait. Le vlog de mercredi, donc j'espère que ce sera pas trop redondant. Dans ce livre on va suivre du coup Camélia qui est une jeune femme qui est avocate, qui sait s'assumer, qui est plutôt badass mais qui s'est fait harceler quand elle était au lycée et notamment son ancien bourreau qui s'appelle Rory a été assassiné et du coup Lou qui est le meilleur ami de Rory est accusé du meurtre. Et Camélia, qui est très intriguée par ça, va décider de devenir son avocate. Sauf que les soucis vont commencer à ce moment-là. C'est publié chez New Romance, donc chez Hugo Publishing, et du coup, forcément, il y a de la romance dedans. Et une enquête policière. Alors vous savez que moi j'aime pas trop les enquêtes. J'ai même hésité dans mes vlogs thématiques romance à rajouter une semaine vlog romance policier. Je le ferai potentiellement l'année prochaine, ce sera pas cette année. Mais en tout cas ça m'a un peu réconciliée avec ce trope là de enquête et de romance. Je dirais que l'enquête patinait un peu pendant une grosse partie de l'intrigue. J'étais là, je sais qu'il l'a fait. Et en fait la révélation finale fait que même si tu sais qu'il l'a fait, tu t'imagines pas que c'est cette personne. Donc ça m'a satisfait au niveau de l'intrigue. Au niveau des énigmes, j'étais un peu moins passionnée, donc voilà, j'ai suivi, mais il y a tout ce truc de Camélia et Lou qui essayent de trouver des énigmes. Et au niveau de la romance entre Lou et Camélia, je trouvais que c'était plutôt bien fait et que c'était très original parce qu'ils ont une dynamique de couple qu'on ne retrouve pas beaucoup dans d'autres romances, donc ça c'était vraiment cool. Je trouvais qu'on avait des personnages qui étaient hauts en couleur, ils étaient forts et en même temps ils avaient leurs faiblesses et t'avais pas que ce culte un peu du parfait, t'avais vraiment le fait que ils ont leurs défauts, qu'ils ont besoin de se faire pardonner sur certains trucs, notamment notre petit Lou, même si il est pas aussi horrible que ce que je m'étais imaginé. Et je trouve que Camélia vraiment, elle est hyper forte et tout, et en même temps, de temps en temps, elle a aussi des peurs, elle a aussi ses manières de fonctionner. Franchement, elle était hyper réaliste, Camélia. Et c'est un personnage avec une détermination, elle sait ce qu'elle veut faire, etc. Et j'ai pas beaucoup trouvé de personnages féminins principal comme ça. Donc c'est trop cool de le retrouver dans une romance qui a été autant médiatisée et que la plupart des gens aiment. Je trouvais ça bien. Et aussi, oui, comme je disais, la dynamique de couple Lou-Camélia est assez étrange et franchement, j'étais vraiment convaincue. Alors je sais pas ce qui m'a manqué pour avoir un coup de cœur, mais c'est un 5 étoiles et je vous le conseille très fortement. J'essaierai de lire la suite, je ne sais pas encore quand, ni quand je vais me le procurer, etc. Mais ça m'a bien envie de continuer les autres tomes. Et sur ce, je crois que j'ai fait le tour de tous les livres dont j'avais envie de vous parler. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!